Bonjour et bienvenue à chacune et à chacun d'entre vous ici, vous qui avez ce grand privilège d'être dans cette magnifique ferme de Louvain-la-Neuve, et à vous ce privilège tout aussi important de nous regarder parfois tout au fond de l'Afrique derrière votre petit écran. Je vous annonce ou je vous rappelle, si vous n'étiez pas là jeudi et vendredi, que nous vivons ces 3 jours sous le signe de l'inattendu, et que pour le rencontrer ce soir, c'est inattendu, nous avons le bonheur, le privilège d'accueillir Fatou Diom, qui va nous embarquer, croyez-moi, dans une magnifique traversée. Merci Fatou. C'est bien. Mais avant d'ouvrir notre dialogue, j'ai évidemment le plaisir d'accueillir et de saluer nos muses et nos musiciens, notre récitante, Sylvie, nos amis des fleurs qui ont utilisé pour exprimer l'art floral liturgique qui accompagne Fatou toutes les couleurs de la vie, l'équipe de la ferme du Biérot et bien sûr l'équipe du Prieuré et tous ces bénévoles. Grand merci à toutes et à tous. Et pour ouvrir notre rencontre et honorer l'extraordinaire travail d'écriture de notre invité, voici Morane, dont tu m'as dit, Fatou, que tu l'aimais beaucoup. Mais ce que tu n'as jamais entendu, c'est Morane revisité par les muses. Viennent à mes nuits, et vous voici, docile enfin, vous que je chasse et que je poursuis. Chaque matin, je n'y peux rien, vous repartez sans la moindre trace, sans un pli. J'en arrive à préférer mes rêves, à redouter l'aube qui vous enlève. Tout me semble facile et si beau, avant la citrouille et les crapauds. Au clair de ma plume, mes amis les mots, prêtez-moi la lune pour écrire à mon Pierrot. Au jour les écus, nuit j'oublie mes mots, je n'ai plus de chandelle et mon feu. Le jour est cruel, oh restez un peu. Je me sens si belle dans vos doux yeux. La montagne m'en mêle et m'en veut. J'ai beau fermer tous mes volets, blotti sans bruit dans la plus profonde obscurité. J'attends caché, mais rien n'y fait. Malin méfiant, rien ne vient dans les rêves éveillés. Cet enfant je le redeviendrai. Ces visages aimés, je les reverrai. Peut-être qu'un beau jour en secret, en belle nuit, je me changerai. Au clair de ma plume, mes amis les mots, prêtez-moi la lune pour écrire à mon Pierrot. Au jour les écus, nuit j'oublie mes mots, je n'ai plus de chandelle et mon feu. Le jour est cruel, oh restez un peu. Je me sens si belle dans vos doux yeux. Le monde m'en mêle et m'en veut. Les nuits seront indubitables, réelles. Les jours fables feront jumeaux jumelles. Nous vivrons des rêves et rêverons de sommeil. Dans un grand feu je brûlerai des millions de sonneries d'affaires réveil. Au clair de ma plume, mes amis les mots, prêtez-moi la lune pour écrire à mon Pierrot. Au jour les écus, nuit j'oublie mes mots, je n'ai plus de chandelle et mon feu. Le jour est cruel, oh restez un peu.
viens à mes nuits et vous voici. Merci les muses. Merci Fatou. Merci bien. Merci d'être là, Fatou, avec ta pirogue, avec ton filet, avec des tas d'objets que nous allons découvrir tout à l'heure pendant la célébration. Nous n'en parlons pas pour l'instant. Je trouve que Morane te va vraiment très, très, très bien et que c'était une excellente manière d'entrer en matière avec toi. Alors, Fatou, tu es né à Niodior. On a d'ailleurs une magnifique représentation de ce lieu de ta naissance. Nous allons le commenter tout à l'heure pendant la célébration. C'est une île du Sénégal et tu rends dans tes livres, et notamment dans le dernier, un formidable hommage à cette île de Niodior. Nous aurons largement l'occasion d'en parler. Mais dis-moi déjà quand même, qu'est-ce qu'elle a de magique, cette île sénégalaise? Quand je nomme bonsoir, merci les muses. Parenthèse au clair de ma plume. Je trouve qu'on dit parfois sabre au clair et on peut aussi dire plume au clair. Merci beaucoup. Et plume au clair, c'est quelque chose qui n'est pas simplement une formule. Quand je vois ces combats, vas-y. Merci beaucoup. Oui, cette île de Niodior, quand je pense Niodior, je vois deux visages. Donc Aminata Saliou, ma grand-mère et mon grand-père. Et donc Niodior, c'est Mama Kormama, c'est mon grand-père, si je résume. Donc c'est magique, j'y ai grandi toute mon enfance, on allait à la pêche, je connais les environs de Niodior, toutes les 19 îles autour. Et donc c'est un lieu qui habite en moi. C'est pas moi qui visite Niodior, c'est Niodior qui se réinstalle en moi quand j'y retourne. Alors si j'ai bien compris, Fatou, et tu as dit que nous pouvions très très franchement en parler, tu es un bébé inattendu. Oui, je suis un bébé baroudeur. Un bébé baroudeur. Non, c'est encore mieux qu'un bébé inattendu, ça. Moi, je trouve que vous blasphémez un peu en m'invitant à Pâques. Moi, je suis né sans sacrement. Désolé, vous allez me bénir, mon père. Bon, si tu le demandes aussi gentiment, ça discute. Le pape a dit pas de boogie-woogie avant d'être marié, comme je le dis. Mes parents, ils ont fait un accident de bisous. C'est la première fois de ma vie que j'entends parler d'un accident de bisous. Ah, mais ils se sont trompés de côté et moi, j'étais déjà là. Et j'ai débarqué sans demander la permission. Je l'ai payé toute ma vie, mais je trouve que c'est une formidable manière de rentrer dans le combat pour la liberté. Mais un fameux combat, puisque papa, maman, tu écris que ce sont des mots qui te restaient dans la gorge dès l'école primaire, comme des arêtes de poisson. Oui, parce que quand la fête des pères, quelle catastrophe pour moi, la fête des mères. Donc moi j'étais avec mes grands-parents, donc on nous demandait de dessiner pour papa ou maman. Moi je dessinais et je mettais pour ma grand-mère. Et donc après pour papa, je dessinais, je mettais pour mon grand-père. Donc l'instituteur me prenait pour une folle, quoi. Et un jour il m'a renvoyé en me disant mais tu comprends pas ce que je te dis. Et j'étais tellement vexée, je suis partie chercher mon grand-père. Et mon grand-père il est venu, il lui a dit hey, elle sait parfaitement que je ne suis pas son père. Mais elle ne peut pas vous raconter ce qu'elle ne connaît pas, elle ne vit pas avec son père. Donc, elle fait tous ses dessins pour grand-père et grand-mère. Donc, arrêtez de prendre ma petite fille pour une demeurée. Est-ce qu'il vous arrive de penser aux orphelins, par exemple? Donc, c'était déjà mon intégration scolaire. Mais justement, et heureusement, il y avait ces grands-parents absolument formidables. Tu leur rends un hommage. J'ai jamais lu, moi, dans aucun roman ni essai, un tel hommage à ses grands-parents et surtout à son grand-père. Je te cite juste deux toutes petites phrases. « Mon jour se levait dans leurs yeux et mon soleil se couchait dans leur sourire. » Et un peu plus loin, « C'est au creux de leurs bras que se situe l'orbite de mon monde. » Oui, ma grand-mère, elle a fait la sage-femme. Oui. Déjà, elle était là. Pour moi, c'est poétique, c'est une métaphore de la vie.
Elle était là à la porte du monde pour m'attendre. Elle était là avec son mari. Donc les premières lumières que j'ai vues, c'était certainement la lumière qui se miroitait dans leurs yeux, dans leur regard. Donc c'est ça. Donc mon monde, métaphoriquement et très concrètement, était dans leurs mains. Voilà. Et ce livre, j'ai mis 25 ans avant de l'écrire. Je trouve que je dois peut-être un jour le reprendre quand je serai une grande fille. J'ai essayé. Et alors, tu viens de parler de ta grand-mère, ton grand-père, hein, il est tout à fait extraordinaire, hein, Mama Kormama, qui est ton ange Gabriel. Oui, c'est mon Gabriel. C'est un beau prénom. Pourquoi vous lui avez piqué son prénom? C'est mon ange Gabriel. Donc, et je dis, au loup comme à la mer, il offrait sa vie pour la mienne. Quand on allait à la pêche et que la mer était démontée, mon grand-père prenait tous les risques pour me ramener à la maison. Il ne pensait pas à lui, c'était moi. Et en même temps, il me faisait quand même prendre des risques pour que j'apprenne à me débrouiller. Donc, si à la pêche, le filet était coincé, les palétuviers chez nous, vous savez. Donc, il faisait l'apnée. Et petit à petit, il m'a appris à le faire. Et comme j'avais peur, il m'a dit, c'est une raison de le faire maintenant puisque tu as peur. Donc, vous voyez le genre de bonhomme, il avait cet humour. Et j'ai appris. Et si jamais je dis, les gens du village lui disaient, mais c'est une fille, elle ne doit pas aller à la pêche. Mon grand-père disait, mais pourquoi une fille n'irait-elle pas à la pêche alors qu'une fille mange du poisson? C'est quand même la phrase la plus féministe que j'ai jamais entendue. Mais voilà, et puis si je dis, ah, des garçons, ils ont fait ça, j'ai peur de me battre. Il me dit, je ne te demande pas si tu es une fille ou un garçon. Tu travailles parce que tu travailles pour ta dignité. Donc voilà, et ça n'a pas de genre. Donc arrête de faire ta chochotte. Alors ce grand-père tellement aimé, tu l'appelles mon capitaine, oui. Et lui t'appelle mon petit matelot. Mon petit matelot. J'avais un problème de genre quand même pour le livre. Comment accorder en fait? Donc puisque j'étais dans sa bouche le petit matelot, pendant que j'écrivais, j'avais parfois quand même du mal. Dans d'autres phrases où moi je parlais, j'accordais au féminin. Il paraît que c'est ce que je suis. Mais pour lui, quand il m'appelle le petit matelot, s'il y a un participe passé après, on accorde avec petit matelot ou avec la fille qui raconte. Et c'était un vrai problème. Et Grevis n'est plus là pour me répondre. Oui, parce qu'elle admire Grevis. Réveillez-le. Dis, si on en vient à tes études, il faut bien, hein, l'école primaire a été tout à fait capitale pour toi. Mais dès l'école primaire, tu as dû te battre, hein, tu as dû enfoncer les portes. Oui, j'avais une chance. L'école primaire, elle est construite dans la concession de mon grand-père. Donc l'espace où c'est juste en face de notre maison. Et ma grand-mère avait son jardin potager derrière. Et moi, je n'étais pas inscrite. Mais toutes les filles de mon âge, elles chantaient à la Clairefontaine. Je chante, moi, les muscles. Moi, en allant promener... Tu peux chanter. Hein. Et tu as dit que tu danserais d'ailleurs tantôt. Hein. Et j'avais ce plaisir de les entendre. Et je répétais comme un perroquet sans savoir ce que je racontais. Mais je savais bien chanter tout ce qu'elles chantaient. Et je savais compter en français jusqu'à 100. Mais je n'étais pas inscrite. Donc je resquillais. Je les suivais. Et quand l'instituteur était au tableau, je me mettais sur le banc du fond, derrière à l'entrée, devant la porte. Donc quand il me repérait, il me renvoyait, je revenais, il me renvoyait. C'était comme un jeu pour moi. Mais un jour, il m'a attrapé, il m'a amené pour se plaindre chez ma grand-mère. Donc j'avais la punition de ne plus y aller. Donc j'ai continué quand même. Quand ma grand-mère m'amenait au jardin, j'étais sage, j'arrose et tout. Et quand elle s'occupe de ses salades et de ses tomates, je pars. Et un jour, cet instituteur formidable, il m'a dit, viens, on va voir ta grand-mère. J'avais peur, je croyais qu'il allait encore se plaindre. Et j'avais peur. Il me dit, non, c'est parce que tu crois, viens. Et on y arrive. Et il dit à ma grand-mère, il faut l'inscrire à l'école. T'es-tu comme elle est capable de nous réussir un certificat d'études. Et puis ma grand-mère a dit, oui, mais bon, nous, on va à la pêche et tout, on n'a jamais le temps. Donc, mais l'école est à côté, elle peut y aller toute seule. Et finalement, ma grand-mère a dit, à Dakar, maintenant, la ville de Senghor, c'est tellement moderne, les maisons ont des numéros. Au moins, quand tu seras grande, tu pourras trouver les noms des rues et les adresses quand tu iras en ville. Donc voilà une bonne raison d'aller à l'école. Donc j'y suis allée comme ça. Et l'année suivante, donc la rentrée scolaire suivante,
j'étais inscrite. J'étais un peu la plus âgée de la classe, mais je me suis rattrapée après. Voilà. Cela dit, ce n'était quand même pas drôle tous les jours avec les copines et les copains qui se moquaient un peu de toi, en fait, ou en tout cas qui te brocardaient. Hein? Ben, j'ai fait du kung-fu, j'étais obligée avec eux. Parce qu'évidemment, les enfants répétaient à l'école ce qu'ils entendaient de leurs parents, enfin ce qu'ils entendaient dans la bouche de leurs parents, me concernant et concernant ma nkoto, la grande sœur, enfin ma pauvre mère, enfin la mère de mes frères et sœurs. Parce que moi, ma mère, c'est ma mamie-maman, c'est ma grand-mère. Mais l'autre dame-là, qu'est-ce qu'on lui déversait comme critique? Tout le monde avait le doigt pointé sur elle, la pauvre. Et donc, moi, j'entendais tout ça à l'école, et puis c'était la castagne. Au début, je n'aimais pas me battre. Hein. Donc, je rentrais, je disais à mon grand-père, pourquoi ils sont méchants? Moi, je n'ai pas décidé comment je suis née. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour mériter que leurs parents se marient avant de faire des bébés? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour ça? Rien. Eh bien, moi non plus, je n'ai rien fait pour être là. Et mon grand-père me dit, défends-toi. Et je dis, c'est des garçons qui m'ont tapé. Il me dit, ils sont sensibles au mal comme toi. Donc quand on t'en colle une, t'en mets une pire. Et donc depuis, je fais ça. J'aime bien être gentil avec les gens, je ne veux pas provoquer. Mais voilà, quand on m'égratigne, je casse une dent. Mais j'aime pas ça, je trouve juste... Je lui ai demandé pourquoi les hommes, ils se comportent comme des crocodiles d'abord, avant de faire ami-ami. Et il m'a dit que la nature humaine est comme ça, qu'ils aiment avoir des boucs émissaires. Donc si tu te défends, eh bien, tu leur feras regretter de te maltraiter. Et si tu ne te défends pas, eh bien, c'est facile pour eux, ils vont continuer. Donc j'ai dû endiguer leur haine et pour me faire des amis. Parce qu'ils sont devenus des amis après. Alors c'est vrai que tu te défendais et pas peu, mais il y avait quand même sur cette île un lieu, je te cite, où je venais pleurer mes chagrins d'enfant surnuméraire. Oui. Une cocoterie. Oui. Dis-nous un peu, parce que c'est vraiment un lieu qui a énormément compté pour toi. Oui, mon grand-père avait cette cocoterie. Donc les cocotiers sont plantés de manière totalement aléatoire. Ce n'est pas une linéarité comme ça. Et donc, quand j'étais triste avec... mais parfois, je n'aimais plus être dans cette maison, parce que si mes grands-parents m'adoraient, il y avait quand même d'autres personnes... qui t'adoraient moins. Les loups, quoi. Voilà. Il paraît qu'on me trouvait génétiquement des points communs avec certaines personnes. C'était dur. Moi, je pense que c'était une erreur. Donc, et pour survivre à cela, parfois, j'allais à la cocoterie pour pleurer mes chagrins, jusqu'à ce que ma grand-mère vienne me chercher ou mon grand-père, parce que ça pouvait aussi être la nuit, et parce que c'était calme, parce que c'était tranquille. Quand c'est dans la journée, on entend les oiseaux. Et donc, j'apprenais à les différencier parce que mon grand-père m'apprenait. Et donc, ça m'occupait. Comme ça, j'étais plus triste. Et quand c'était le soir, eh bien, je pouvais m'endormir là-bas. Et si mon grand-père il voit que mon lit est vide, il sait où me chercher. Ma grand-mère, pareil. Et c'est mon espace ami, comme je dis, parce que, voilà. Gottlieb a dit ça, il a écrit ça, j'ai lu ce livre là-bas et je pensais que c'était pour moi. Et je vais toujours dans... Je reconnais les cocotiers, je leur donnais des noms. C'est un endroit de paix. C'est une cathédrale naturelle, mon père. Fatou, ma fille, il faut bien qu'on avance un peu. Alors, tu passes des années au lycée, je ne vais pas m'y attarder, pour venir directement à l'université. Oui. Je te signale une petite parenthèse que moi j'ai eu le grand bonheur quand j'étais prof ici à Louvain d'avoir des échanges avec l'université de Dakar. J'y suis allé 3 fois avec notamment le département de journalisme. Et si je fais allusion à cette anecdote, c'est parce que toi tu as hésité entre le journalisme et les lettres françaises. Oui, oui, parce que j'ai des choix assez instinctifs. Déjà, d'abord, toute petite, moi, je voulais être médecin pour soigner ma grand-mère et mon grand-père de toutes les maladies qu'ils ne meurent jamais. Donc, c'est ce que je pensais. Mais à l'école, un jour, j'ai eu un petit accident, j'ai vu le sang, je suis tombée dans les pommes. Donc, j'ai demandé une réunion à mes grands-parents pour leur demander pardon de les décevoir parce que je ne pourrais pas être médecin, j'ai peur des piqûres et du sang. Et ma grand-mère et mon grand-père m'a dit « Mais t'inquiète pas, mon petit matelot, si tu n'es pas médecin, tu paieras le médecin. »
Et donc, et tu réussis tes études et tu pourras payer le médecin. Et là, c'était devenu une nouvelle motivation. Donc maintenant, comme tu ne seras pas médecin, tu veux faire quoi? Et j'ai dit, je veux être journaliste pour raconter tout le mal qu'on fait aux enfants comme moi. Donc déjà, vous voyez, c'est très primaire comme envie. Je voulais râler pour dire tout ce qu'on faisait que je n'aimais pas, quoi. Il y avait ça. Et je voulais être journaliste. Donc cette frustration, finalement, j'ai pu la résoudre grâce à Strasbourg, parce qu'à un moment, j'avais une émission littéraire Nuit Blanche pendant 3 ans presque. Et après, Arte m'a envoyé au camp de réfugiés les Bhoutanais au Népal, à Damak. Et donc j'ai fait un reportage pour eux, j'ai fait des textes pour un documentaire sur Arte et tout. J'étais très fière de moi. J'aurais quand même été au moins journaliste pendant 2 semaines dans ma vie. Et après, par admiration pour mon instituteur, donc je voulais aussi être professeur de français. Donc je voulais apprendre le français aux gens parce que j'aimais beaucoup et j'aimais beaucoup lire. Et il y avait beaucoup d'enfants qui autour de moi ne savaient pas lire. Donc pour ça, je voulais être professeur. Mais qu'est-ce qui t'amène à Strasbourg après avoir quitté Dakar? Une erreur de casting. Là, je ne suis pas sûr qu'ils aient toutes et tous compris, sauf s'ils ont lu ton livre. Mais tu entretiens là un suspense un peu maléfique. Hein? Oui, je tiens de ma mère, je suis une grande amoureuse. Donc j'ai rencontré, c'est comme je dis toujours, non mais attends, aujourd'hui c'est quand même la sainteté, on doit être sage. Moi je vais être sage. Enfin, je me suis mariée. C'est une vision de la sainteté. Oui, bon, on me pardonnera de toute façon avec tout ce qu'on a à me pardonner. Il y a un Français qui travaillait au Sénégal. Et moi, pour payer mes études, j'ai toujours travaillé. Donc, à un moment, il y a le DEA 160 de l'armée de l'air française. J'y faisais tout bêtement des ménages, jusqu'à ce qu'on me change de poste. Et puis, il y a un gars là, je vous assure, c'est un sorcier. Il vous regarde, il ne vous lâche pas. Le gars, il a mis 6 mois pour prendre un café avec moi. Donc, il a mis 3 ans pour me convaincre de l'épouser. Donc, c'est comme ça que je suis arrivée en Alsace dans ses bagages avec les masques, le bissab, les tissus africains et puis ma grande histoire d'amour dans ma tête. Sauf que j'arrive, sa famille attendait Blanche-Neige. Donc, c'est hop là, tu pouvais quand même en épouser une autre. Donc, l'accent alsacien. Donc, c'est comme ça. Et au bout de 2 ans, Cupidon est parti. Et moi, je dis, mais ok, enfin, s'il faut combattre, allons-y. J'ai commencé très tôt, je peux continuer. Donc, voilà. Et c'est comme ça que j'ai découvert la vie des émigrés. Donc, attention, ne me prenez pas pour une émigrée, ça m'énerve. Non, parce que ce n'est pas le même parcours et même administrativement parlant. Un immigré, c'est quelqu'un qui vient chercher du travail, c'est limité. Il est censé rentrer. Quand on se marie, quand une Bruxelloise se marie avec un Canadien ou un Gambien et qu'elle déménage, elle rejoint tout bêtement son domicile conjugal. C'est pas censé être limité. N'est-ce pas? On se marie pour le meilleur et pour le pire jusqu'à la fin des fins, c'est ça? Il y a des textes qui disent ça. D'accord. Vu la gamine que je suis, ces choses-là. Et donc, moi, je me suis mariée en disant, je vais passer les prochaines 150 années avec lui. Et donc, oui, parce que tu comptais déjà l'éternité. Ah, mais oui, parce que quand on aime quelqu'un, il vaut mieux que ce soit éternel. Et moi, je suis fidèle comme fille, donc je donne le cœur, c'est bon. Sauf que lui, c'était pas pareil. Et il était plus fidèle à sa mère qu'à moi. Ça existe dans la vie, parfois. Donc voilà. Et il est parti. Et je ne regrette rien. J'ai tellement écouté Piaf et je pense qu'elle chante pour moi. Je ne regrette strictement à rien. Parce que quand je lui ai dit oui, c'est la seule réponse que j'étais capable de lui donner, honnêtement. Parce que j'ai refusé pendant 3 ans. Et il venait tout le temps, il revenait. Et mon grand-père, un jour, il m'a attrapé. Il me dit, on fait une réunion avec ta grand-mère. Et je fais, oui. C'est ton grand bonhomme-là qui n'arrête pas de revenir. Mais oui. Mais s'il n'avait pas d'espoir te concernant, il ne serait pas en train de faire tous ces voyages. Alors, c'est quoi ton problème? Décide-toi. Une réponse claire. Et j'ai dit, moi, j'ai peur de me marier, d'aller à l'étranger, puis vous êtes déjà âgé. Et j'ai peur d'aller vivre loin de vous. Et il me dit, c'est ça? Il me fait, oui. Ça, c'est une réponse hypocrite.
tu ne nous mets pas ça sur le dos. Et réunion avec la grand-mère. Nous, on a fait notre vie. Moi, je ne veux pas que tu te dises, j'ai raté l'homme de ma vie à cause de mes grands-parents. Mais tu peux habiter à Dakar et puis tu nous visites le week-end et avant d'arriver à Dakar, on te dit qu'on est mort. C'est possible. Eh bien, si tu es en France et que tu viens nous voir, si c'était la seule chose qui te retenait, tu as notre permission. Et il me dit, je préfère te savoir heureuse au bout du monde que malheureuse avec des chiens qui te maltraitent. Voilà. Et donc, j'ai regardé l'Alsacien et je lui dis, si tu ne recules pas, je ne recule plus. On y va. Mais oui, donc je ne regrette pas, hein, même si Strasbourg, c'est quand même la ville du monde où j'ai le plus pleuré. Mais pourtant, je ne regrette pas. Parce que je trouve que j'ai eu la chance de pouvoir aimer quelqu'un de tout mon cœur. J'aurais au moins connu cela. Et je ne regrette strictement rien. Strasbourg, c'est aussi Sainte-Odile. Oui, qui veille sur moi. Qui a veillé sur toi, j'allais dire. Hein. Oui, elle est dans le livre. Tu as une grande admiration. C'est une splendide vénération en Alsace, Sainte-Odile. Oui, parce que je trouve que j'ai de la chance. J'ai eu de la chance parce que j'ai rencontré des gens bien aussi. Et j'ai pu continuer mes études. J'avais ma liberté en tant que femme pour continuer à travailler et étudier. Et tout ça chez Sainte-Odile. Parce que moi, quand j'étais au fond du ravin, là, je priais tout le monde. Roxane, Jésus, Abraham, Mohamed, Sainte-Odile, je prie tout le monde. Et donc, quelqu'un m'a écouté. Et je sais que Sainte-Odile, elle est juste à côté, donc elle m'entendait. C'est pour ça que je lui rends hommage aussi dans le livre. Alors, tu insistes beaucoup sur le fait que tu te sens franco-sénégalaise, oui, et que tu tiens énormément au trait d'union. Je te cite, double nationalité, double adresse, double appartenance, double fidélité, et puis une expression extraordinaire, je suis une proche lointaine. Oui. Je suis une proche lointaine. Oui, pour mes amis ici, je suis Fatou l'Africaine. Et pour les gens de ma tribu au Sénégal, je suis Fatou la Française. Il y a toujours quelqu'un qui a besoin de me qualifier. C'est incroyable, depuis ma naissance. Par exemple, il dit c'est une fille naturelle. Non mais honnêtement, qui est tombé de Mars là? Donc vous voyez, il y a un qualificatif. Et après, quand je suis au Sénégal, j'arrive, on me dit bonjour, on se salue, les vacances et tout ça. Après, mais tu rentres quand? Eh bien, je suis censée être chez moi. Et ici, en Europe, quand je circule, donc quand certains me croisent avec mes yeux bleus, et ils me regardent en me disant, tu rentres quand chez toi? Mais je suis chez moi. J'ai la nationalité française. Vous la respectez? Alors, je ne sais pas ce qu'on ne respecte pas, en fait. Si c'est moi, en tant que chocolat vivant, qu'on ne respecte pas, ou si c'est la nationalité française. Il y a un manque de respect quelque part. Donc, moi, je lutte pour les faire respecter les deux. Parce que je n'ai pas demandé la nationalité juste pour rester. Attention, je pouvais travailler à l'époque. Hein. Je voulais juste passer la grecque, être prof, gagner dignement ma vie, rester travailler. Comme ce mariage m'y a engagé à faire ma vie en France. C'est tout. Donc je l'ai demandé pour être aussi française que les gens avec lesquels je vis tous les jours et partage tout. Maintenant, au Sénégal, il y a un côté, ils pensent qu'on abandonne l'amour du pays. Mais non, j'y suis tout le temps. Si Air France me rembourse mes billets, je peux prendre ma retraite demain. Et donc, ce trait d'union, j'y tiens. Même quand je mets ce trait d'union, il y a des gens, ils vont dire pourquoi elle ne dit pas sénégalo-française? Si elle met franco-sénégalaise, c'est qu'elle respecte plus la France. Mais vous êtes d'accord, quand on met un pont, peu importe le sens dans lequel on le traverse, le pont reste le même pont utile. Donc moi, le trait d'union, c'est mon pont. Les gens, ils disent avoir, je vais être poli, mon père, ils disent avoir le derrière entre deux chaises. Non, moi, on en a réuni deux pour m'en faire une qui est très large, très confortable dans mon cœur. Les deux ne se battent pas en duel. Alors à Strasbourg, il y a d'excellentes universités et tu vas faire une thèse de doctorat sur un cinéaste. Sembène Ousmane. Oui, très célèbre. Oui, et c'est un rebelle comme mon grand-père. C'est pour ça que je l'adore. C'est la même génération en plus. Et donc Sembène Ousmane, parce que Sembène dit que la société va changer par la périphérie. Et moi, j'ai toujours été de la périphérie.
Donc j'étais parmi les mal-nés, comme ils disent là-bas. Et puis arrivé ici, on m'a rangé catégorie immigrée, même si... Voilà. Donc tout ça fait que Sembène Ousmane me raconte une histoire où je reconnais toujours quelque chose, où je me reconnais dans ses personnages, je me reconnais dans ses luttes. Et il faut que je vous donne son message parce qu'il m'a demandé à chaque fois notre dernier rendez-vous. Et il m'a dit, chaque fois qu'on parlera de moi devant toi, il faudra qu'ils apprécient ou pas, il faut que tu leur dises que mon combat était de classe et que même mort, je veux qu'on le sache. Donc je vous l'ai dit. Parce qu'ils pensaient que c'était tous les problèmes viennent de ces questions de classe. Et que si les gens mettaient plus d'empathie et de compréhension entre les différentes sphères, eh bien, il n'y aurait plus de problèmes dans la société. Ça, c'est son idée à lui. Alors tu vas enseigner à partir de ce doctorat, tu vas enseigner en France, à Strasbourg, tu vas enseigner en Allemagne, et tu vas tellement bien enseigner que l'Université de Liège va te reconnaître comme docteur honoris causa, l'Université de Gand va t'accueillir comme docteur honoris causa. Comment tu fais pour être sur tous ces terrains-là, sur tous ces engagements, et que je sache, tu ne cesses d'écrire des romans? Ah, moi, je n'ai rien fait. Hein. Ce sont les Belges qui prennent les petits matelots pour de vrais marins. Non, mais c'est vrai. Et je ne faillote pas. C'est mon cœur qui le dit. On m'a invité ici. Mon premier livre n'avait que 2 semaines. Il faut quand même croire en quelqu'un ou vouloir lui donner une chance pour prendre un risque pareil. Vous imaginez, votre premier livre, il a 2 semaines. Et puis on vous invite pour une rencontre soi-disant littéraire. À l'époque, c'était l'une des toutes premières. C'était en 2001, après le Salon du Livre de Paris. Et donc, on m'a invité à Bruxelles. Et j'arrive ici, il y avait Cheikh Hamidou Kane et Ali Fantouré. Et ils étaient là. Oui, ce n'est pas Farka Touré, le musicien, hein, Ali Fantouré, l'écrivain. Et donc, je me mets là entre eux et j'ai sorti mon dictaphone pour enregistrer encore à l'époque pour ma thèse. Donc il parlait, j'ai enregistré à un moment donné. Cheikh Hamidou Kane, il a dit, mais ma fille, il faut que tu parles. J'ai dit, mais je préfère vous écouter parce que je peux l'utiliser pour ma thèse. Et il m'a dit, mais non, mais tu n'es pas invité comme étudiante, tu es invité comme écrivain. J'ai dit, oui, mais j'ai écrit qu'un livre de 111 pages. Moi, je préfère prendre des choses qui vont m'aider pour mes travaux. Et donc, j'avais peur de parler, en fait, je me trouvais comme ça, quoi. C'est pas un auteur, ça, 111 pages. Et donc, c'était ça, la Belgique. Il m'invite. Et ma première conférence universitaire, je l'ai donnée aussi en Belgique. C'est ce que je vous dis. Pourtant, je reste fidèle à la France. Vos tonnes de chocolat ne vont pas me faire déménager. Mais grand merci. Fatou, nous allons... Enfin, c'est un chemin que je te propose, à aborder quelques-uns des thèmes que tu abordes toi-même dans ton œuvre pour la suite de notre entretien. Et je commence par l'écriture. J'ai délaissé, dis-tu, la rame pour la plume. Oui. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ton écriture? C'est une autre façon de ramer. En fait, si vous avez la rame, ici j'ai vu des gens qui font de l'aviron, ils rament des 2 côtés. Oui, c'est bien, on a 2 pièces, c'est logique. Mais nous, on a des pirogues, vous voyez comment elle est? Oui. J'ai une pirogue comme ça à Niodior. Et donc, on se met derrière, on rame comme ça, et puis gauche-droite pour ajuster. On cherche toujours l'équilibre. Et je trouve que quand on écrit, on fait ça. On essaie d'analyser des choses, on essaie d'être honnête avec les gens, on essaie d'être sincère dans sa réflexion, on essaie d'avoir le courage de continuer parce que quand même c'est épuisant d'écrire un roman. Je ne sais pas combien de nuits je ne dors pas parce que j'écris la nuit. Donc c'est des centaines de nuits sans sommeil pour terminer un roman. Donc il faut tenir, comme disait mon grand-père, quand la mer était démontée ou quand le périple est long, et on doit ramer et trouver l'énergie de continuer, la motivation. Donc pour moi c'est tout ça. Ma plume c'est comme ma rame. Ça demande la même abnégation, le même engagement, la même sincérité dans la démarche pour continuer. Et puis le même courage parce que ben voilà, j'ai aussi des menaces de mort et tout ce qu'ils veulent. Mais comme je sais qu'ils me tuent ou pas, je mourrai quand même, donc je m'en moque. Et mais cette plume, elle demande tout ça. Et en plus,
Et elle est capable de danser avec moi autant que je le veux. Et elle écoute tout ce que j'ai à lui raconter. Et mon cahier, il accepte tout ce que personne n'aurait la patience d'écouter. Donc c'est quand même génial. Et en plus, ça m'évite de payer les psys. Et alors cette plume, elle t'a conduite aussi sur le chemin de pas mal d'écrivains. J'en cite 2 ou 3 dont tu dis qu'ils t'ont beaucoup marqué. Marguerite Yourcenar, Hemingway. Et moi j'y tiens beaucoup, pour moi personnellement aussi, Léopold Sédar Senghor. Oui. J'avais un prof de rhéto qui adorait Senghor, qui a écrit un livre sur Senghor, qui nous a fait rencontrer Senghor, qui avait accepté, tu te rends compte, de venir dans mon collège alors qu'il allait devenir président de la République, mais qu'il accordait tellement d'importance à la littérature. Alors, qu'est-ce que tu vas nous dire de Senghor pour te faire réagir? Je propose qu'on écoute une toute première lecture, un de ses poèmes, c'est un très grand poète, que Sylvie va nous proposer. Des chants d'oiseaux montent, lavés dans le ciel primitif. L'odeur verte de l'herbe monte. Avril. J'entends le souffle de l'aurore émouvant les nuages blancs de mes rideaux. J'entends la chanson du soleil sur mes volets mélodieux. Je sens comme une haleine et le souvenir de Naët sur ma nuque nue qui s'émeut. Et mon sang, complice malgré moi, chuchote dans mes veines. C'est toi, mon ami, oh. Écoute les souffles déjà chauds dans l'avril d'un autre continent. Oh, écoute quand glissent, glacées d'azur, les ailes des hirondelles migratrices. Écoute le bruissement blanc et noir des cigognes à l'extrême de leur voile déployé. Écoute le message du printemps, d'un autre âge, d'un autre continent. Écoute le message de l'Afrique lointaine et le chant de ton sang. J'écoute la sève d'avril qui dans tes veines chante. Senghor, il est sérère comme toi. Oui, Senghor, il est... Senghor, il est de la même tribu que mon père. Oui. C'est les Khale. Parce que chez nous, toutes les tribus ont un nom. Mais on est de la tribu de sa mère. Même si on porte le nom du père, on est de la tribu de sa mère. La transmission chez nous est matrilinéaire. À l'époque de Senghor, encore plus. Donc on héritait de son oncle maternel, mais pas de son père. Et donc, parce que les Sérères, on est nobles par sa mère. Et donc, les noms des papas, un bagage supplémentaire, quoi. Par courtoisie sans doute, mais chez les Sérères, c'est la lignée matrilinéaire qui est la plus importante. Et donc Senghor, il est de Djilor, on départ des Khale, c'est cette tribu-là. Et nous, on est des Djahanora, donc quand on va à Palmarin, à Joal Fadjout, oui, très beau village aussi, quand on va à Niodior, dans toutes ces régions, quand on dit sa lignée maternelle, vous trouvez tout de suite votre famille locale. Parce qu'on récite l'arbre généalogique. Donc je récite mon arbre généalogique maternel, mais je récite aussi l'arbre généalogique de mon grand-père. Parce que dans la tradition, c'était comme ça qu'on retrouvait, c'était notre carte d'identité. Et Senghor parle de ça lui aussi, parce que c'est son oncle maternel qui a été très important dans sa vie, Toko Wali. En cela, je me reconnais aussi quand il parle, parce que du coup, la lignée pour lui maternelle a été très puissante dans sa construction. Et moi, ce que j'aime chez Senghor, c'est qu'après avoir lutté pour les indépendances, cet homme a eu le cran de dire la langue française traverse toute l'Afrique de l'Ouest, relie plusieurs pays,
Donc lui, Habib Bourguiba, Amani Diori, Norodom Sihanouk, ils ont eu cette clairvoyance de voir que c'était déjà un pont entre les Africains eux-mêmes déjà. Moi, quand je rencontre des gens qui parlent djoula ou d'autres langues africaines, mais ma langue commune avec ces frères ou ces sœurs-là, ma langue commune avec ces personnes-là, c'est le français. Et grâce à Senghor, nous avons eu cela. Pour tout ça, je serai éternellement reconnaissante pour cet homme. Mais aussi pour une autre chose, c'est que lui, pour les religions par exemple, Senghor, son meilleur ami, c'était un musulman, son conseiller, alors qu'il est chrétien. Oui. Et parce que chez nous, tout ça, il n'y a aucune dichotomie. Donc quand vous avez les fêtes musulmanes au Sénégal ou les fêtes chrétiennes, vous avez des cousines chrétiennes, c'est l'Aïd el-Kabir, vous les invitez. Et il y a des cousines chrétiennes, c'est Noël, c'est Pâques, elles vous invitent. Et pour nous, c'est très, très naturel. Parce que quoi qu'en pense le Seigneur, notre lignée maternelle passe avant. Tu me mets sur la voie, puisque mon second thème, c'était Dieu. Hein? Mais tu l'appelles le grand quelqu'un. Oui. J'ai beaucoup aimé ça, le grand quelqu'un. Oui, on lui a donné tellement de noms. Et en fait, les gens se tapent dessus uniquement à cause des différents noms qu'on lui donne. Si j'avais dit notre Père, donc les musulmans vont vous dire donc il n'a pas engendré, il n'a pas été engendré, il est à l'origine de toutes choses. Et donc je sais que ça, les chrétiens et les musulmans sont d'accord là-dessus, puisque les chrétiens disent soit et c'est. Et les musulmans disent kun fayakun, c'est la même chose. Par contre, si vous dites Jésus, l'autre il dit Mohammed, et l'autre il vous répond Abraham, et donc tout le monde joue la hache de guerre. Moi je l'appelle le grand quelqu'un. Donc appelez-le comme vous voulez, c'est votre problème, mais je nomme le grand quelqu'un, c'est le même pour moi. Et Roxen, parce que chez nous, les Sérères, même quand ils sont musulmans ou chrétiens, et je sais qu'il y a des gens connectés qui nous regardent là. Donc, je ne vous mens pas, vous pouvez aller vérifier au village. Même quand ils sont Sérères ou chrétiens, ils continuent à appeler Dieu Roxen. Donc Roxen, c'est le Dieu qu'on ne peut enfermer nulle part. Il est partout, Roxen. Donc, ce n'est pas un lieu fixe, puisqu'il est partout, Roxen. Là, la terminaison, c'est S-E, accent grave, N, Sen. Ça veut dire le Dieu qui est partout et qu'on ne peut pas assigner à résidence. Donc, vos églises, vos mosquées, alléluia. Et maintenant, il y a aussi Rog Seng, avec G à la fin. Seng, avec S-E-I-N-G. Rog Seng. En sérère, Seng, cela veut dire isolé, séparé, unique en fait. Donc Rog, le seul, l'unique. C'est ce que les chrétiens disent, c'est ce que les musulmans disent. Tout le monde est quand même d'accord pour reconnaître qu'il est l'unique, le seul. Les sérères reconnaissent ça. Ils l'appellent Rog Sen. C'est comme des qualificatifs. Et aussi Rog Seng, avec un G à la fin. Donc, il est tellement majestueux que les sérères le vénèrent en invoquant leurs ancêtres. Nous ne sommes pas des païens ou des animistes, c'est ce qu'ils disent. Les sérères sont monothéistes, puisqu'ils reconnaissent l'unicité de Dieu. Mais pour l'invoquer, ils sollicitent leurs ancêtres pour intercéder en leur faveur. Parce que le Seigneur est considéré tellement majestueux qu'un simple humain ne peut pas s'adresser directement à lui. C'est pour ça que les sérères invoquaient leurs ancêtres afin qu'ils soient dans la situation d'intercéder, de demander, parce qu'ils ont le droit d'aînesse, quoi, la respectabilité. Les vivants vénèrent les morts qui étaient là avant nous et qui ont peut-être croisé le Seigneur avant nous. J'espère pour eux. L'écriture, la rame qui est une plume, ou l'inverse, Dieu, tu viens d'en parler,
Mon troisième thème, mais on ne va pas s'y attarder, mais juste une toute petite question. Mon troisième thème, c'est la fragilité. La fragilité. Est-ce que tu es fragile, Oui, Fatou? oui. Et parce que quand on accepte, entre guillemets, je ne pleure pas, hein, ils sont adorables avec moi. C'est juste une allergie le printemps. Donc n'allez pas penser que les Belges maltraitent les Sénégalais. Tout le monde est adorable, c'est juste l'allergie. Oui, et là je fais une esquive là. C'est un peu ce que je devinais. Exactement. Alors la fragilité, mon grand-père m'a dit quand on est assis, on ne peut plus vous terrasser. Et chez les Sérères, la lutte traditionnelle est très importante. C'est vraiment... les lutteurs, c'était les gardes du roi, les soldats, les guerriers du royaume. Donc la lutte était très importante, les lutteurs très respectés. On n'était pas respectés parce qu'on était un tas de muscles. On était respectés parce qu'on avait la stratégie, qu'on avait l'intelligence aussi d'avoir la possibilité d'admettre vraiment que la force ne peut pas nous rapprocher des gens. Et il faut accepter leur fragilité et reconnaître sa propre fragilité. Parce qu'en fait, quand un lutteur va lutter en pensant qu'il est absolument plus fort que l'autre en face, il est sûr de perdre. Donc il faut se remettre en question, reconnaître nos failles, nous permet de construire. Et mon grand-père me disait, n'aie pas peur quand tu te sens fragile, eh bien, c'est que tu dois trouver une solution à quelque chose. Et donc ça te permet de réfléchir. Et je trouve que quand on accepte sa fragilité, ça rend modeste et on n'a plus rien à prouver en fait. Quand on a accepté vraiment, c'est très compliqué. J'écris là-dessus d'ailleurs, j'ai pas fini, je ne sais pas. Dans 50 ans peut-être j'aurais compris, mais j'essaie d'analyser ça. Quand il m'a dit, quelqu'un qui est assis, on ne peut plus le terrasser. J'étais trop jeune, j'étais ado. Mais en grandissant, la réflexion s'est étoffée. Oui, c'est vrai. Si j'admets ce que je suis et qui je suis, et je l'incarne pleinement, eh bien on ne peut plus m'en faire un grief en fait. Ça ne me touche plus. C'est comme quand on me traitait de bâtard, de fille illégitime et de tout ce qu'on veut. Et j'ai réfléchi quand j'ai commencé à écrire, je me dis en fait quoi? La marginalité, quand elle est assumée, pleinement assumée, ce n'est plus une fragilité, c'est une vraie identité. Et elle vous libère de toutes les appartenances. Donc c'est pour moi, la fragilité, c'est celle-là. C'est comme si j'ai envie de rigoler, je suis une sale gosse. Mais si j'ai envie de pleurer, je fais ça avec volonté. Parce que je réfléchis à ce qui me rend triste, je l'assume, je le regarde droit dans les yeux, et après j'essaie de voir comment avancer. Et pour moi, la fragilité, ce n'est pas une menace. C'est juste la preuve de notre humanité. Et c'est pour ça que dans, c'est quel livre déjà? Les veilleurs de Sangomar. Je critiquais le fait que l'on dise toujours aux garçons, un homme ne doit pas pleurer. Mais cette phrase, je la trouve tellement débile. Pourquoi un homme ne pleurerait-il pas alors qu'il est sensible comme tout être humain? Et donc dire qu'un homme ne doit pas pleurer, c'est leur refuser tout soutien en fait moral. C'est penser qu'un homme c'est un menhir, c'est un menhir. Et donc, alors si on leur apprend qu'un homme ne doit pas pleurer, il ne faut pas pleurer après quand ils massacrent leurs femmes et qu'ils sont violents, on parle des violences faites aux femmes. Mais vous avez dit aux hommes qu'ils ne doivent pas pleurer. Donc ça veut dire qu'ils doivent être insensibles. Non, il faut leur dire, un homme peut pleurer, une femme peut pleurer. Mais un homme peut diriger ce pays comme une femme peut diriger ce pays. La fragilité et la force ne sont pas pour moi contradictoires. Il n'y a aucune dichotomie. La même personne très fragile peut être aussi déterminée qu'un général japonais. Quelqu'un qui accepte cette fragilité que nous allons écouter, c'est Vianney, qui ne cesse de répéter « C'est fou comme les gens ignorent qu'il m'arrive de tomber ». Exactement. Ouais. Bravo. On aura pour les moments froids des feuilles qui ne tombent pas, aux branches de l'enfance, des souvenirs immenses, un peu de toi. On aura des pensées qui viennent
dans le passé, la force de dépasser le manque de toi. Moi je suis devenue si fort. Si seulement tu me voyais. C'est fou comme les gens ignorent qu'il m'arrive de tomber. Coule des océans de mes yeux à mes arpèges. Souvent sans toi je me sens comme tout nu dans la neige. On aura des photos qui parlent, et là-haut que brille ton étoile, pour dans la nuit nous guider sur les chemins abîmés. Un peu de toi. On aura gardé le meilleur, serré tes doigts de travailleur, jusqu'au temps de le revoir pleurant sur un quai de gare. Le manque de toi. Moi je suis devenue si fort. Si seulement tu le voyais. C'est fou comme les gens ignorent qu'il m'arrive de tomber. Coule des océans de mes yeux à mes arpèges. Souvent sans toi je me sens comme tout nu dans la neige. À toi, à l'au-delà, à nos chemins. À toi, à l'au-delà, à demain. À toi, à l'au-delà, à nos chemins. À toi, à l'au-delà, à demain. À toi, à l'au-delà, à nos chemins. À toi, à l'au-delà, à demain. Les possibilités de ma vie ne sont limitées que si je compte le nombre de mots ou le nombre de livres auxquels j'aurai le temps de donner le jour avant de mourir. Mais qui me demande de compter ? Le temps n'est pas l'étalon qui convient à la vie. Au fond, le temps est un instrument de mesure sans valeur, car il n'atteint que les ouvrages avancés de ma vie. Mais tout ce qui m'arrive d'important, et tout ce qui donne à ma vie son meilleur contenu, la rencontre avec un être aimé, une caresse sur la peau, une aide au moment critique, le spectacle au clair de lune, une promenade en mer à la voile, la joie que l'on donne à un enfant, le frisson devant la beauté, tout cela se déroule en dehors du temps. Car peu importe que je rencontre la beauté l'espace d'une seconde ou l'espace de 100 ans. Non seulement la félicité se situe en marge du temps, mais elle nie toute relation entre celui-ci et la vie. Je peux même m'affranchir du pouvoir de la mort. Il est vrai que je ne peux me libérer de l'idée que la mort marche sur mes talons et encore moins nier sa réalité. Mais je peux réduire à néant la menace qu'elle constitue en me dispensant d'accrocher ma vie à des points d'appui aussi précaires
que le temps et la gloire. Tu as voulu qu'on entende ce texte de Stig Dagerman. C'est un auteur suédois. C'est ton amoureux suédois, oui. Le pauvre, il ne peut pas dire non. Alors, il dit une chose que je te renonce. Hein. Tu arrives, toi, à t'affranchir du pouvoir de la mort? Absolument. Comment ça, absolument? Oui, parce que j'étais déjà morte plusieurs fois. Donc, je suis là et je m'entends bien quand je dis ça. J'ai eu des situations dans ma vie où je ne pensais pas y survivre parfois. Et alors, on accepte tellement à l'intérieur qu'on est tellement démoli qu'il ne reste plus rien. Vous voyez, c'est les moments où vous voulez pleurer, il n'y a plus une goutte qui tombe. Et vous souriez bêtement. Ça m'est arrivé de rigoler parce que je n'arrive même pas à pleurer pour une peine comme ça. Et c'est comme un voyage. Quand on arrive à ce point-là, c'est après tellement difficile de m'énerver. Donc, parce c'est comme si on était passé d'un côté d'un mur. C'est la rame qui part au salon. C'est ta rame qui s'en va, oui. Oui. Donc, c'est comme quand vous voyez le mur d'une maison. Imaginez, ça c'est le côté des joies de la vie. Et il y a le côté des peines de la vie. Malheureusement, certaines personnes séjournent trop longtemps du côté des peines. Donc après, on va dire, ah, les pauvres, c'est terrifiant. Il y a une grâce dans ça. Hein. C'est une école incroyable pour la vie. Parce que si on a vraiment traversé ça, tout le reste, c'est que du bonheur, en fait. C'est juste une tartine avec du beurre. C'est merveilleux, c'est votre foie gras quand les gens se disent « Oui, mais moi, j'ai que du pain et un peu de beurre. » Mais tu ne te rends pas compte de la chance que tu as. C'est juste comment on regarde la chose. Et ça, pour moi, les stoïciens m'ont beaucoup aidé dans cette manière de regarder les choses. C'est-à-dire que j'ai des envies qui correspondent toujours à ce que je peux me permettre. Donc, du coup, je suis toujours satisfaite. Je suis vraiment tellement riche. Parce que dans ma tête, tout ce que je désire, je peux l'obtenir. Pour la simple et bonne raison que je ne pense jamais aux choses inaccessibles pour moi. Donc quand j'étais plus jeune, les histoires de la jalousie, tout ça, je ne connais pas. Parce que je ne désire que des choses que je peux me permettre. C'est pareil pour les études, par exemple. Eh bien moi, je m'inscrivais pour un diplôme, juste pour voir si j'étais capable. Mon grand-père me disait, si tu as le bac, je t'aime quand même. Si tu ne l'as pas, je t'aimerais quand même. Mais tu peux essayer. Donc j'ai essayé. Tout ce que je fais, c'est juste pour essayer parce que ça me plaît. Donc, c'est pour ça que j'étais assez inconsciente pour critiquer les autres là qui font de la monnaie avec notre cerveau, que Dagerman déjà les critiquait, les éditeurs. Parce que moi, ça m'est égal qu'on me vire ou Tu pas. n'es pas tendre hein, pour les éditeurs. Oui, mais y compris Albin Michel, d'ailleurs. Oui, mais il me pardonne. Parce qu'on a tellement de choses à me pardonner. Et en fait, d'être honnête avec soi-même, ça libère tellement. C'est comme pour... on revient à la fragilité. Si vous pensez que vous êtes conquérante et que vous êtes tellement merveilleuse que l'éditeur est obligé de vous garder, vous préparez votre futur malheur. Parce que vous pensez qu'on ne peut pas vous virer. Moi, je vis avec l'idée qu'on me vire demain, c'est pas grave, je cherche des ménages, j'en ai déjà fait. Et je m'en sortirai quand même. Moi, je veux juste manger, être logé et m'habiller sans le demander à quelqu'un. Et donc, peu importe si j'écris des livres, ou je vends des beignets, ou je peins des murs, ou je ne sais pas quoi, ou je ramasse des cacahuètes, il faut juste que je gagne ma vie à la sueur de mon front et que je puisse porter ma tête comme mon grand-père me l'a appris, c'est-à-dire bien droite. Et tant que je pourrais me regarder dans la glace, je ne suis jamais pauvre. On peut me mépriser autant que l'on veut. Ma dignité, elle habite dans moi, donc personne ne peut l'atteindre. C'est mon grand-père qui me l'a dit. Donc ça, c'est quelque chose que personne ne peut nous prendre. Donc c'est toutes ces choses-là qui font que, quand on parle de la fragilité, tout ça se réunit. La zone de douleur, il y a de la lumière dans la zone de douleur parce qu'elle vous apprend à découvrir qui vous êtes. Et je ne veux pas citer Nietzsche parce qu'on le cite tellement et on ne lit pas tout ce qu'il dit avant et après. Et moi, c'est pour tout ce qu'il dit avant et après sur la douleur que j'ai compris que j'avais eu de la chance dans ma vie de rencontrer mon grand-père
Donc il me dit, certaines personnes meurent sans savoir l'immensité de leur courage. Et j'ai dit, mais pourquoi? Mais parce qu'ils n'ont jamais été dans l'obligation de le découvrir. Alors que ce sont les situations difficiles qui nous l'apprennent. Fatou, une situation qu'on doit aussi aborder et qui n'est pas simple du tout, c'est la situation de l'Afrique, parce qu'en Afrique, comme d'ailleurs en Europe, et en d'autres lieux dans le monde, on assiste à des montées du populisme. Et là, tu es très, très, très sévère, enfin c'est un faible mot, tu te déchaînes. Tout à fait. On vient d'entendre pendant 3/4 d'heure une Fatou tout en douceur. Mais la Fatou déchaînée, vous avez peut-être deviné, hein, mais Mais je suis sage, moi, mon père. en confession uniquement. Allez, fondamentalisme. Les fondements, quand on y tient, quand ce n'est pas une maison, une bâtisse à porter, les fondamentalistes, leur fondement, ça porte rarement quelque chose de secourable. C'est avec les ismes là. Et fondement, quand on s'arrête à fondement, c'est magnifique. Tout ce qui a vraiment un fondement solide. Quand l'amour a un fondement solide, c'est magnifique. Quand la politique a un fondement, un raisonnement solide, c'est magnifique. Mais quand on va dans les fondamentalismes, peu importe quel mot on ajoute derrière, c'est toujours terrible et effrayant et dangereux. Donc, quand on dit fondamentalisme religieux, pour moi, la religion cesse d'être ce qu'elle était censée être déjà au latin religare pour nous relier. Donc, quand on dit fondamentalisme, pour moi, la religion cesse de relier. Parce qu'on va dans les schismes et les séismes. Ça divise la terre, donc ça divise les humains aussi, les ismes là. Ça me fait peur. Et en plus, c'est dans tous les côtés. Hein. Je sais qu'en Europe, on parle toujours du fondamentalisme musulman. Non, mais vraiment, nos cousins chrétiens, parfois, qui pensent qu'ils ont croisé le Christ, ils font tout ce que le Christ interdit. Non, mais c'est vrai. Et cette radicalité-là, dans la bêtise, alors que le texte existe, ça, c'est un fondamentalisme de la bêtise. Et c'est ça qui est effrayant. Quand on ne parle pas de religion, en fait. Là, on parle de ce que les gens font de la religion. Et ce qu'ils font dire à la religion. Ce n'est pas la même chose. Moi, je lis les textes. Et parfois, j'entends des gens me raconter des choses que je n'ai jamais vues dans les textes. Et ce sont ceux-là qui sont dangereux. Mais même au Sénégal, il y a pour le moment un détournement incroyable de la religion. Mais oui. Quand j'entendais encore dans l'actualité quel est le sort qui est fait aux personnes homosexuelles, c'est atroce. Vous avez une douleur Enfin, pour moi? Senghor doit se retourner dans sa tombe. Ah ben, s'il arrivait, je regarde la caméra, je ne sais pas où elle est. Ce que je dis là, je sais ce que ça va me coûter. Mais j'assume. Parce que là, on va me lyncher là. Mais moi, je n'écris pas pour plaire ou déplaire. Désolé. J'écris juste parce que mon intégrité morale et ma liberté intérieure me le demandent. Donc, quand on me pose une question, je remonte jusqu'au plus profond de mon âme et je vous réponds. Avec toutes les bêtises que cela comporte, mais c'est mon avis. Et je l'assume. Pour moi, la bêtise dans certains pays africains de dire « Ah, l'homosexualité, ça vient d'ailleurs, ce n'est pas notre culture, ça n'existe pas chez nous », c'est une formidable fumisterie. Je vous ai dit que j'assume. Ça, c'est par exemple dire que ce pays-là ne fait pas partie de la société humaine. Donc moi, je suis définitivement hétéro. D'accord, on est clair là-dessus. Mais ce que les autres font dans leur lit, ça ne me regarde pas. Et j'aimerais en fait, exactement comme pour la laïcité avec la religion, où on laisse les gens tranquilles avec leur foi et leur manière de croire et de pratiquer, j'aimerais qu'on accorde la même chose aux humains dans leur sphère intime. Donc voilà, maintenant, les procès en cours ou la chasse et les enquêtes au pays, il paraît qu'il y a des gens qui ont fait des contaminations volontaires de maladies. Alors ça, ce n'est pas la religion, ça c'est une question de légalité, tout simplement du code civil. C'est-à-dire que si on met en danger la vie d'autrui, on doit être poursuivi et puni pour ça.
Mais quand on détourne la religion pour faire la chasse à l'homme, ça, moi je trouve que c'est faire du mal à l'humanité en fait, parce que l'homosexualité existe depuis quand? Donc au Sénégal, on avait ce qu'on appelait les góor-jigéen. Si le terme existe, eh bien, tout ce qui est un nom existe. Si le terme existe, c'est que cette réalité-là existe. Góor-jigéen, c'est homme-femme. Moi-même, quand j'étais petite au Sénégal, et ça je le dis, je sais bien que c'est filmé, et je sais très bien qu'il y a des gens qui peuvent le confirmer, il y avait des danses qu'on appelait les tanneber. Et il y avait des hommes très soignés, très élégants, qui organisaient tout ça. Tout le monde le savait très bien que ces gars-là, ce n'étaient pas des hétéros straight, comme on dit. Et pourtant, parfois, ils n'avaient pas de boulot, ils vivaient bien, ils mangeaient bien, ils s'habillaient bien, ils avaient de beaux bijoux, ils faisaient des cérémonies magnifiques. Qui le finançait? Donc, qui les entretenait? Si on veut vraiment poser la question, il faut aller jusqu'au bout. Ça ne vient pas ex nihilo. Les jeunes là, à chaque fois qu'on a attrapé un jeune, il a dénoncé quelqu'un. S'il a dénoncé quelqu'un, c'est que lui-même, ce n'est pas une exception. C'est que ça existe avant lui et ça existera après lui, et que quoi que l'on reproche à quelqu'un, vous voyez, mon émotion mange mon latin. Quoi que l'on puisse reprocher à quelqu'un, moi je pose une question. C'est qui le pervers? Celui qui fait sa vie comme il l'entend et ne l'exhibe pas, ou celui qui a la curiosité malsaine de se demander ce qui se passe dans le lit des autres? C'est qui le pervers? Le voyeur qui se demande ce que vivent les autres dans leur intimité, ou celui qui, sans faire de mal à personne, vit tout simplement comment il est né comme ça, comment il existe. Les gens pensent que c'est un choix. C'est comme si moi j'avais choisi d'être noir. Mais je n'ai pas peint ma tête, hein. J'ai débarqué avec. Donc il se trouve que moi je regardais les garçons et puis je les trouve mignons. Enfin, parce que la paire de seins d'une bonne femme, je suis déjà équipée, ça ne m'intéresse pas tant que ça. Donc voilà. Et c'était tout banal et naturel. Non mais c'est vrai quoi. Alors, et puis il y a une question d'esthétique aussi dans la sensibilité affective, sexuelle et émotionnelle. Il y a une question esthétique aussi. C'est les corps qu'on aime, qu'on trouve beaux, qui nous attirent. Et donc si un homme il dit que moi je ressemble à rien pour lui et que c'est mon frère qu'il préfère, ben bonne chance, il ne réussira pas, mais il peut tenter. S'il trouve quelqu'un d'autre, tant mieux pour lui. Donc maintenant, pour être sérieuse, ma seule plaidoirie, c'est que oui, contamination volontaire de maladie. Je ne suis pas juge, je ne suis pas procureur, mais j'ai quand même été auditrice libre à la fac de droit pendant un certain nombre d'années. Donc oui, quand on met en danger la vie d'autrui, on doit être puni et sévèrement puni pour ça. Parce que je pense que personne n'a le droit de venir expressément. Je ne parle pas d'une contamination hasardeuse, entendons-nous bien, mais de manière, je veux dire exprès quoi. Faire ça exprès, je trouve que ça, ce n'est pas pardonnable, ce n'est pas admissible. Par contre, la simple sexualité de quelqu'un, aller interroger cela, je trouve que c'est une perversité sociale. Ce n'est pas la société qui doit interroger ça, parce que quelle que soit leur orientation sexuelle, ça reste des citoyens avec les mêmes droits que tous les autres. Fatou, voilà. Si je prononce le mot féminisme, tu vas te démonter de la même manière que maintenant? Oui, je ne le démonte pas, je le complète. Enfin, on se comprend. Si vous me dites féminisme, tu dis quoi? Je vous réponds humanisme intégral et j'explique. Mon féminisme, il s'inscrit dans l'humanisme. Alors, moi, je vous ai dit que c'est la lignée maternelle qui est puissante chez nous qui compte. Il se trouve que je suis l'aînée des enfants de ma mère. Je suis la grande sœur. J'ai autant de frères que de sœurs. Moi, je ne peux pas défendre mes sœurs au détriment de mes frères. Et je ne peux pas défendre mes frères au détriment de mes sœurs. Donc, je suis obligée de chercher le bien-être de tout ce petit monde. Mais leur bien-être, c'est tout simplement ce qu'on appelle l'humanisme. C'est protéger mes sœurs et protéger mes frères. Ça s'inscrit pour moi dans l'humanisme. Et ce n'est pas contradictoire. Il suffit tout simplement de dire, je ne réfléchis pas avec mon genre. Je réfléchis avec mon cerveau qui se situe hors de ça. Donc quand on fait du mal à quelqu'un, que la victime soit une femme ou un homme, on fait d'abord du mal à l'humain.
Et donc tous nos militantismes-là, au lieu de nous diviser, devraient nous réunir vers notre objectif commun, le mieux-être de l'humain. Et c'est pour ça que je parle d'humanisme intégral. Et j'ai un peu honte quand je le dis parce que ça fait pompeux. Mais je le pense. J'en discutais parfois avec mon grand-père. Et il me dit, en fait, la seule manière de protéger, c'est pas... Tant que tu nommeras une catégorie, il y a une catégorie qui sera frustrée, qui se sentira lésée. Je sais très bien pourquoi on parle de féminisme et on défend les femmes. Parce que dans toutes les sociétés, ce sont toujours les plus fragiles qui souffrent le plus ou qui sont victimes. Et qui on prend comme victimes, ce sont souvent les femmes et les enfants. C'est pour ça aussi qu'on doit entendre cette voix-là. Mais une fois qu'on a dit ça, on doit aussi prendre garde à ne pas braquer la gente masculine contre nous. Et donc il faut les associer pour leur dire, nous voulons juste être bien ensemble. Et pour cela, il faut un humanisme intégral. Donc comme il me reste 250 années à vivre, je m'y consacrerai pleinement à mon père. Une toute dernière question. Nous allons encore en parler pendant la célébration, hein. Et tu viens de l'évoquer à de multiples reprises pendant notre entretien, mais ton grand-père, il t'a un peu préparé à son départ. Oui. Ton capitaine. Ton capitaine Gabriel. Oui. Et il est là, oui. Il est toujours là. Il est avec nous. Oui, il m'a préparé. En me libérant aussi pour plus tard. Mais ça, j'ai compris après, hein, c'est ma grand-mère qui m'a dit après. Donc, moi, j'étais là-bas. Mais il me préparait déjà, d'ailleurs, depuis toute petite. Parce que moi, je suis née, il avait plus de 60 ans, mon grand-père. Donc, pendant tout le temps de mon adolescence, quand j'allais étudier en ville, parce que j'ai quitté le village à 13 ans, quand je partais, j'avais toujours la hantise de ne pas les retrouver. Et donc, il me préparait toujours en me disant, mais je serai toujours là. Et donc, moi, je disais, mais n'importe quoi, il y a tel monsieur qui était son ami qui est mort, il y a tel voisin. Les enfants retiennent des choses alors que les adultes pensent qu'on n'y pense pas. Mais moi, à chaque fois qu'il y avait quelqu'un de son âge à peu près qui partait, j'avais encore plus peur. Et donc, lui, il me disait, mais je ne te quitterai jamais. Et je dis, alors, explique-moi. Et il me dit, je serai toujours là, tu seras toujours mon petit matelot et je serai toujours ton capitaine. Et moi, j'avais raconté ça aux garçons, mes collègues matelots, quand on était en campagne de pêche. Donc moi, toute contente, je vais voir les garçons et je dis, mon grand-père a dit qu'il sera toujours mon capitaine, il sera toujours avec moi. Et comme ils étaient un peu plus âgés que moi, ils ont rigolé. Il m'a dit, t'embête-toi, mais ton grand-père, il va être vieux, il va mourir et puis il ne sera pas toujours là. Donc je suis allée le voir pour convoquer une réunion. Tu m'as raconté n'importe quoi, tu ne seras pas là. Et il m'a amené, il m'a dit, si, je serai là, mais je t'explique. Alors il m'explique, et c'est une promesse que c'est toi qui la tiendras. Et mais je dis, comment? Et il me dit, tant que tu penseras à moi, je serai toujours présent. Et puis de toute façon, je serai quand même là parce que un matelot, enfin un marin qui a sa barque ou son bateau ou quoi, dans une pirogue, il y a toujours au minimum 3 personnes. Et donc, vous savez, au début, je dis 3 personnes. Moi, je peux conduire ma pirogue toute seule dans les bras de mer. C'est une personne. Il me dit non. Même si tu es une personne dans la pirogue, vous êtes 3. Et j'ai dit, moi et qui? Il me dit, regarde, si le marin navigue bien, je fais oui. Il me dit, c'est qu'il se souvient des leçons qu'il avait reçues quand il était mousse. Donc, ça veut dire qu'il se souvient qu'on lui avait appris ça. Et j'ai dit, d'accord. Eh bien, s'il s'en souvient, c'est qu'il se souvient de qui lui a appris. Ah, d'accord. Donc, s'il se souvient de son capitaine et il applique des techniques, des choses qu'il doit faire pour bien naviguer, s'il est capable de s'en souvenir, il se souvient de son capitaine. S'il se souvient de son capitaine, eh bien, il peut le voir dans sa tête, dans son cœur. Donc, le capitaine, il est là pour toujours l'accompagner. Et je dis, oui. Et puis, le marin lui-même, s'il se souvient du capitaine, eh bien, c'est qu'il se souvient du mousse qu'il a été, le petit garçon ou la petite fille. Donc voilà la 3e personne. Et donc, moi, je suis toujours là en étant sûr d'avoir mon grand-père avec moi. Il y avait déjà cette chose. Mais il y avait aussi la mémoire de son histoire traditionnelle qui me racontait. Il me disait, il faut que tu te souviennes, pas seulement de moi,
ou de toi, mais il faut que tu te souviennes de nous, de notre culture d'avant la colonisation. Parce que moi, j'ai vécu comme ça, mes parents m'ont élevé comme ça, et il y avait quand même des valeurs que tu peux garder, certaines fois, ça peut t'aider. Et il m'a raconté tout ça. Donc ça, il m'a préparé à son départ. Et maintenant, comme j'étais loin, pour ça aussi, il m'a préparé. C'est-à-dire, il m'a demandé de ne pas venir s'il lui arrive quelque chose. Pour moi, c'était une demande terrible parce que j'avais toujours gardé un billet open à côté pour si on m'appelle en disant le grand-père, je prends tout de suite le billet, j'y vais. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait pour la grand-mère. Mais lui, quand je partais en mars en 2001, il me dit, petit matelot, il me dit, tu es en train de partir maintenant, j'ai 96 ans. Si tu pars et il m'arrive quelque chose, il me fait, tu nous as dit que tu dois venir pour les vacances d'été en juillet. J'ai dit oui. Il me dit, s'il arrive quelque chose entre-temps, ne reviens pas. Tu attends la date prévue pour tes vacances. Et tu auras plus de temps avec ta grand-mère. J'ai dit, mais maman, tu ne peux pas me demander une chose pareille. Il me dit, je ne te demande pas, je t'ordonne. Donc tu restes, tu ne viens pas. Et il prend ma grand-mère à témoin. Et donc, je rentre, je vous assure, c'est comme s'il avait vu. Je rentre en mars, en avril, il s'en va. Et moi, j'appelle tout de suite, enfin, on m'appelle pour me dire, et après moi, je rappelle ma grand-mère, et je dis, je vais prendre le vol le plus, enfin, dès que le billet le plus rapproché possible, pour venir tout de suite. Et ma grand-mère me dit, n'y pense pas. Et je dis, pourquoi? Il me dit, mon mari a à peine tourné le dos, tu veux déjà le désobéir. Donc moi, je vais respecter la parole de mon mari, il m'a fait promettre. Et je dis, d'accord, bon alors, comment on fait? Et il me dit, tu attends la date prévue pour tes vacances. Et bon, et il me dit, et ton grand-père avait une autre raison. Donc maintenant, les Nyodjorois qui regardent, ils vont me tuer. Mais ton grand-père avait une autre raison. Et je dis laquelle? Et il m'a dit, tout le monde dans le village sait à quel point il comptait pour toi. Et comment vous étiez proches. Et je fais oui. Et puis c'était un dignitaire local. Et je fais oui. Il me dit donc, si même pour ces obsèques tu n'es pas venu, eh bien personne ne sera en droit de l'exiger de toi plus tard. Donc il me libérait comme ça. Eh bien tu pourras dire si tu peux venir, tu viens. Si tu ne peux pas, personne ne pourra l'exiger. Parce que quand on te le reprochera, il y aura toujours quelqu'un pour dire, hey, même pour Maman Saliou, elle n'est pas venue. Donc voilà. Merci Fatou. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci bien. Avec Fatou, on ne doit pas attendre le retour du soleil, il est là. Oh, merci beaucoup. Quand on parle de héros, que dire de ces hommes qui vivent sous le manteau et qui ne sont personne? Ils gardent l'insolence contre l'ordre établi, la désobéissance comme un dernier défi. Quand on parle de héros, Que dire de ces femmes qui vivent sous le fardeau d'un état animal? elles gardent leurs sanglots au creux de leurs mains nues. Et la fierté sans mots de ne pas être tues. Oh, Ils attendent dans l'ombre le retour du soleil. et que passe l'immonde et qu'enfin se réveille Ce soleil endormi qu'on leur avait voilé. la liberté chérie qu'on leur avait volée. Ils attendent dans l'ombre le retour du soleil. Ils attendent dans l'ombre le retour du soleil. Debout devant les chars, à braver les soldats. Ils sont de cet espoir que l'on ne couche pas. La tête qui se relève au milieu du troupeau. Et qui lutte et qui crève pour un monde plus beau. Oh, ils attendent dans l'ombre le retour du soleil. Et que passe l'immonde et qu'enfin se réveille la liberté chérie qu'on leur avait voilée. La liberté chérie qu'on leur avait volée.
marche du soleil. Tous ensemble, au cœur du soleil, entrons dans la marche du soleil. Tous ensemble, au cœur du soleil, entrons dans la marche du soleil. Tous ensemble, au cœur du soleil, entrons dans la marche du soleil. Tous ensemble, au cœur du soleil, entrons dans la marche du soleil. Bravo, hein. Et là-bas. Vous avez remarqué que j'avais un peu dépassé. Et donc je propose, mais je préviendrai les gens qui vont venir prendre l'antenne à 6h30 que nous la prendrons à 7h moins le quart. Donc vous essayez de sortir et de rentrer pour 7h moins le quart. Merci.